L'ascension d'un milliardaire camerounais, Jean-Samuel Notchongweng, à la mesure de ses pas. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un génie des affaires en Afrique. Un homme dont les visions venaient de nulle part et découlaient de l'intuition plutôt que d'un processus mental. Tel un pisteur, il absorbait les informations, il humait le sens du vent et trouvait le chemin vers de bonnes opportunités. Un homme dont le français était très approximatif et qui ne savait ni lire ni écrire fit fortune dans un pays d'Afrique en période coloniale où l'industrialisation n'était qu'à ses balbutiements et les conflits y faisaient rage. Après avoir lu cette biographie, je déclare ici haut et fort que son histoire et sa biographie ont la première place dans mon top 3. Et je souhaite vivement que tout Africain qui écoute ce podcast le partage massivement pour qu'un maximum de personnes achètent sa biographie et écoutent ce récit d'un génie des affaires en Afrique. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. En regardant les statistiques de ce podcast, je me rends compte que plus de 80% de mes auditeurs sur Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes écoutent plus d'un épisode, mais malgré ça, ils ne s'abonnent pas. Et ils ne laissent pas d'étoiles sur Spotify non plus. En fait, ces épisodes prennent énormément de temps à faire, en passant par la recherche, la lecture et le montage des épisodes. Et ils sont 100% gratuits, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez, s'il vous plaît, laissez une note de 5 étoiles ou un petit pouce bleu ou un like ou je sais pas, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous m'écoutez en ce moment. Déjà, ça me motive à faire d'autres épisodes et en plus, ça permettra à l'algorithme de proposer ce podcast à un maximum de personnes. Merci. En bon Bamileke, j'allais être initié dès mon plus jeune âge à l'agriculture et au commerce. Tous les matins, ma mère, je continue à l'apprendre pour ma grande sœur, nous réveille très tôt, mes frères et moi, pour les travaux des champs. La principale culture est alors le manioc. Mes enfants m'apprendront plus tard qu'un Camerounais avait déclaré haut et fort et dans un livre qu'il n'aimait pas le manioc. Comme je le comprends. Difficile quand on peut faire autrement d'aimer cet aliment du pauvre que l'on retrouvait sous 1000 déguisements à tous les repas, de l'aurore jusqu'au couchant. Puis vint le jour où le petit commerçant naquit en moi. J'aimais bien accompagner ma mère quand elle allait au marché. J'observais attentivement les comportements des uns et des autres. Je suivais avec gourmandise les grandes palabres entre les vendeurs et leurs clients. J'apprenais que pour faire la bonne affaire, toutes les astuces étaient bonnes. On en appelait à la bonté du vendeur, on l'informait des infortunes diverses qui avaient frappé le foyer et vidé les caisses. On lui rappelait les alliances qui existaient et celles qu'on allait tisser entre les deux familles. Quand on était assez bon comédien, on versait une petite larme. À la fin, tout le monde semblait satisfait et l'on se donnait rendez-vous pour une prochaine fois. Un beau matin, ma mère me lâcha la bride. J'avais alors 12 ans. Elle me remit un panier contenant 3 tubercules de manioc. Aujourd'hui, tu iras les vendre tout seul au marché de Bafoussam. C'est tout ce qu'elle me dit alors. Elle ne me donnait aucune consigne particulière. Elle ne m'indiqua aucun prix plancher. Elle avait tout simplement dit « Va à Bafoussam » comme on dit « Va au ciel » ou en enfer ou à Canossa. Bafoussam. Le nom sonnait dans ma tête comme l'appel du grand large pour un moussaillon. Le début d'une grande aventure. J'allais à l'épreuve du feu sur une arène prestigieuse. Jusque-là, je n'avais été que sur les modestes marchés locaux de Tsetse et de Tse, et qui plus est en compagnie de ma mère, mais jamais seul. Cette expédition mêlait en moi bonheur et appréhension. Ma mère me faisait confiance, mais elle me mettait aussi à l'épreuve. Comment ferais-je pour convaincre les acheteurs? Quel montant de la vente attendait-elle à mon retour? Le grand marché de Bafoussam grouillait d'un monde où se mêlaient honnêtes, chalands, badauds, angouettes, marchands ambulants et une faune hétéroclite dont on ne pouvait deviner qu'elle n'était pas dotée de bonnes intentions. Je me disais qu'il pourrait peut-être arriver un mal intentionné qui viendrait m'arracher mon panier ou le fruit de ma vente, et il n'y aurait personne pour me défendre. Mais à quoi bon penser au malheur? Ma mère m'avait fait confiance et il me fallait vendre ces précieux tubercules de façon à la rendre fière de moi. Canossa, trop peu pour moi, plutôt le jour de gloire. J'arrive au marché,
Je posais mon panier sur le sol, bombais le torse, haussais la tête, regardais autour de moi pour apprécier la concurrence. La grosseur et la beauté de mes maniocs firent rapidement leur effet. Les clients se présentèrent et le premier voulut rafler la mise en payant un certain montant. Sa proposition était déjà pour moi un indice de prix. Je sais que ma mère lui aurait cédé le contenu de son panier pour ne pas passer la sainte journée en marchandage. Mais moi, je n'avais pas un bébé qui m'attendait à la maison. Il me fallait faire la différence et mettre en application toutes les techniques que j'avais glanées sans rien laisser paraître. À force de regarder les meilleurs à l'œuvre, je refusais la proposition qui m'était faite, disant que les tubercules étaient bien mûrs et gros, et qu'il m'avait été demandé de ramener 6 fois ce qu'il me proposait. Quel bagou! Il doubla son offre. Je refusais sans me laisser impressionner. Quel culot! Il me jeta un coup d'œil, mi-admiratif, mi-dubitatif, comme si j'avais été fou ou dangereux. Vous voyez un peu, le genre de regard que l'on jette par-dessus l'épaule en s'éloignant rapidement. Je regardais à nouveau autour de moi pour suivre le cours du marché et son offre était bien acceptable. Toutefois, ma marchandise était plus belle que celle de mes concurrents. Cependant, je regrettais intérieurement d'avoir refusé ce qu'il m'avait proposé. Je croisais les doigts pour que se présente une nouvelle chance. Le second client ne tarda point à se manifester et me proposa lui aussi le double de l'offre initiale, que je m'entêtais encore à refuser. Je chantonnais que ma marchandise était le nec plus ultra, que même les anges du ciel ne se laisseraient tenter. Il esquissa un sourire en me comparant intérieurement, j'en suis certain, à un diablotin. Je savais que c'était aussi ça, l'art du marchandage, le mot qui fait sourire. Vous n'irez certainement pas faire vos courses 2 fois chez un vendeur qui tire une mine d'enterrement. Il m'offrit alors 3 fois l'offre initiale du premier client. Je considérais que c'était un très bon prix. L'expérience fut belle et marqua un tournant décisif dans ma vie. Premier marché tout seul à Bafoussam et un résultat plus qu'appréciable. Maman en fut très contente. Rien ne vaut la joie d'une mère, mais rien n'est plus regrettable que la cupidité d'un oncle paternel. Hélas, dans le commerce comme partout ailleurs, c'est un usage bien établi. Quand on découvre que vous êtes bon, on veut que vous fassiez des miracles. Peu après, mon oncle paternel avec qui nous partagions la même concession trouva que j'étais un négociateur hors pair et m'envoya vendre des avocats invendables. Ces fruits étaient trop mûrs et donc difficiles à vendre. Je lui fis remarquer, mais il refusa de m'entendre. « Débrouille-toi comme tu sais si bien le faire. » Je connaissais trop bien le marché pour ne pas savoir que c'était mission impossible. La suite me donna raison. Cet échec fort prévisible n'affecta pas mon moral, mais m'apprit à ne proposer à la vente que de bons produits pour tenir le bon bout du marchandage. Une très bonne leçon. La fois suivante, je refusais d'aller au marché pour lui avec pareille marchandise. Il en devint fou de rage et porta la main sur ma mère et sur moi avec une rare violence. Ma mère réussit à lui échapper. Je reçus une fessée mémorable, une fessée pour 2, qui m'arracha des cris de Goret. Je transpirais toute la sueur de mon corps. L'homme ne savait pas que l'on ne pouvait rien obtenir de moi avec une méthode aussi barbare. Grand-mère me menait à sa fantaisie par sa douceur et son regard persuasif. Une belle mère providentielle que le ciel avait fait traîner dans le coin de mon martyre et au bon moment, usa d'arguments assez convaincants pour faire prendre conscience à ce bourreau. Cette triste expérience ne se répéta plus jamais. Il y a une leçon qu'on tire de cette partie-ci. Je ne vais pas attendre la fin pour vous donner la leçon comme je fais d'habitude. Mais ici, il dit que c'est où il a compris qu'il fallait vendre de bonnes marchandises pour avoir le dessus quand tu négocies. Et la facilité de vendre quand tu crois en ton produit. Ça me rappelle un peu l'épisode que j'ai fait sur Phil Knight. Je pense que c'est l'épisode 8 de ce podcast. Où Phil Knight, ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur de Nike, la marque, l'équipementier sportif là, que vous portez sûrement, que vous avez sûrement dans votre placard. Oui, c'est lui qui a créé cette marque. Phil Knight, quand il était plus jeune, il vendait des assurances, il vendait des trucs, mais il se disait, mais ça ne se vend pas en fait. Mais quand il a commencé à vendre des chaussures, pas des chaussures Nike, juste des chaussures, il s'est rendu compte qu'en fait, il s'est transformé en bon vendeur du jour au lendemain. Il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je suis si bon quand il s'agit de vendre des chaussures? En fait, il a constaté, il a dit lui-même dans sa biographie que c'est parce qu'il croyait en sa marchandise. Quand tu crois en ta marchandise, ça fait un effet un peu genre, je ne sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais il raconte que ça joue beaucoup
dans ta façon de marchander. C'est ce que Phil Knight disait. C'est un peu la même chose qu'il dit dans ce passage aussi. Et là, on a entendu la naissance d'un grand commerçant. Après avoir lu ce livre, je me dis que c'est lui désormais l'entrepreneur que je respecte le plus et que je préfère. En fait, oubliez un peu Steve Jobs, Jeff Bezos, tout ça, tous ces gens-là dont on parle partout. Même Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique, là, il a eu ses difficultés, mais oubliez-le d'abord. Parce que ce monsieur Jean-Samuel Notchogwen, dont on parle aujourd'hui, il a réussi dans un endroit, il a réussi honnêtement dans un endroit qui n'était pas propice aux affaires, surtout à son époque là. Une époque où les colons y étaient encore, une époque où les gens se faisaient couper la tête et planter sur des pics, l'époque des maquisards. Bon, ceux qui sont camerounais, je pense qu'ils savent de quoi on parle, mais ceux qui ne savent pas, je vous laisse aller regarder sur Google. Et en plus de ça, le gars ne savait ni lire ni écrire. Il ne parlait même pas français. Son français était très approximatif jusqu'à un âge avancé. Ouais, et ses enfants qui étaient plus instruits que lui traduisaient souvent ce qu'on disait dans ses réunions de business. Quand il allait signer un partenariat ou bien un contrat quelque part là, c'est ses enfants qui étaient des traducteurs. Parce que le gars, il s'y prenait tellement mal. Mais en fait, il avait une créativité fantastique. Et il avait un flair. Je vous assure, un flair. Bref, vous allez voir. C'est un génie des affaires. Mais contrairement à tous ces Jeff Bezos, tout ça, qui ont eu le luxe de faire les affaires. Par exemple, Jeff Bezos a fait Amazon pendant plus d'une décennie. Amazon n'était pas rentable. Parce que des investisseurs s'étaient mis d'accord pour injecter de l'argent, de la liquidité de façon indéfinie jusqu'à ce qu'ils réussissent à trouver le petit truc qui rende son business rentable. Pareil pour des plateformes comme Facebook, pareil pour, je sais pas, tous ces gens-là qui ont réussi dans un monde où il y a eu des fonds d'investissement derrière qui mettent de l'argent. Aliko Dangote, par exemple, a commencé, son oncle était super riche, lui a donné de l'argent. Son grand-père était l'homme le plus riche de l'Afrique de l'Ouest à son époque. Oui, je pense que c'est de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Ouais. Mais bon, celui-ci, il est fort parce qu'il a commencé très bas. Vous allez voir. En fait, dans le livre aussi, on voit que son père est mort quand il était bébé. Il était tout petit. Et au début des années 1900, son père était un grand guerrier du roi de Banjul. Banjul, c'est une région dans l'ouest du Cameroun. Les Bamileke, c'est un village, les Mbanjounais. Son père était le guerrier du roi. Il était grand, fort et fier, costaud. Mais son père est mort quand il n'était qu'un enfant. Et il a dû vivre avec sa grand-mère. Parce que sa mère était très jeune. Sa mère l'a laissé chez sa grand-mère. Et après, quand il avait genre 10 ans, 12 ans, sa mère est revenue vivre avec lui. Il pensait que sa mère était sa grande sœur en fait. Il n'avait pas compris jusqu'à un âge assez avancé que sa mère était sa mère. Pour lui, sa mère était sa grande sœur. C'est mon bien-aimé fils Jean-Roger Notchogwen Fotso qui le premier eut l'idée de ces mémoires. C'est lui qui le premier me suggéra avec insistance de mettre par écrit l'histoire de ma vie. Au départ, cela ne me disait pas grand-chose. Je pensais alors que les récits que je faisais aux uns et aux autres étaient suffisants et qu'ils allaient à leur tour les transmettre oralement. Mes ancêtres n'ont-ils pas su préserver la vérité traditionnelle qui nous est parvenue sans avoir tracé une ligne sur du papier? Et moi, petit ver de terre, pourquoi devrais-je déroger à cette coutume? Puis je me suis rendu à l'évidence. Les choses évoluent et nous devons adapter à notre univers celle qui représente un progrès. Hier, l'oralité avait sa place comme un véhicule de transmission de notre histoire. Mais l'oralité, aussi poétique, aussi mythique qu'elle soit, a ses faiblesses. Les paroles s'envolent. Surtout, elles sont exposées à la falsification ou pour le moins à la déformation, le plus souvent inconsciente. Quand il a eu l'idée d'inventer une écriture, le sultan Njoya, monarque de nos voisins Bamoun, a réuni quelques membres de sa cour. Il leur a raconté une histoire qui tenait en une phrase ou deux. Après quelques minutes, il leur demanda de lui restituer cette histoire. Certains ont plus ou moins réussi le test. La majorité en avait le sens plus ou moins complet et pas les mots du sultan. D'autres en avaient perdu même le sens. Il n'y a pas 5 minutes, je vous ai raconté cette histoire. Vous ne vous en souvenez plus. Qu'en aurait-il été si elle avait été plus longue?
Qu'en sera-t-il dans un jour, un mois, un an? Les paroles s'envolent, les écrits restent. L'écriture préserve toute falsification. Les quelques épisodes marquants de ma vie que j'ai choisis parmi tant d'autres et que je raconte au long des pages qui vont suivre ont-ils un sens, une signification? Je n'en sais rien. Mais aussi vrai que Dieu m'a prêté une existence, j'ai parcouru ce chemin, j'ai accompli ces voyages, entrepris et réalisé ces choses. Alors, je vais les raconter tout simplement. Je les dis sans phare ni fausse modestie. Et ce faisant, je rends aussi un vibrant hommage à mon Dieu et à tous ceux qui m'ont accompagné sur ce chemin. Son fils Jean-Roger, dont il parle dans ces pages-ci, est mort. Il est mort d'une mort précoce. Et ça l'a dévasté. Il s'est senti tellement mal. C'était son premier fils. Il était si proche de lui. Et il l'avait formé pour reprendre les rênes de ses entreprises. Mais sauf qu'il est mort. Et c'est un homme qui aime tellement sa famille. Il le dit tellement. Et c'est touchant. Très touchant. Et heureusement que son premier fils, Jean-Roger, a eu l'idée de lui suggérer d'écrire ce livre. Parce que vous ne savez pas à quel point c'est difficile de voir un homme africain qui a réussi, ou même une femme africaine qui a réussi, et qui laisse ses connaissances sous forme écrite, et qui laisse une biographie où, je sais, mais même des vidéos où ils expliquent leur parcours. Il n'y en a tellement pas. Je sais pas, faudrait même qu'on fasse un podcast où on appelle tous ces vieux papas là qui ont réussi, ils nous parlent de leurs leçons, les leçons de leur vie. Dans un podcast comme celui-ci, ou même ils écrivent un livre, juste pour qu'on le lise. Parce que c'est dommage. Et même ceux qui ont écrit pour trouver leur livre, c'est tellement compliqué. Celui-ci, c'était pas compliqué de le trouver. Comment est-ce que j'ai réussi? Comment est-ce que j'ai mis la main sur ce livre? J'aime vous raconter comment je mets la main sur les livres, surtout les livres d'entrepreneurs africains. Ce livre-ci, je pense que c'est en 2019 plutôt, j'avais acheté le livre de Gervais Kofi Diondo et Paul Fokam Kamonye, ces deux riches hommes d'affaires africains qui ont créé une banque en Afrique. Et en fait, dans le livre là, Paul Fokam Kamonye, qui est actuellement l'homme le plus riche d'Afrique francophone subsaharienne, il a mentionné ce monsieur-ci dans le livre. Il a mentionné ce livre-ci. À la mesure de mes pas. Le nom du livre, c'est À la mesure de mes pas, par Jean-Samuel Nuchongweng. Et du coup, quand il a mentionné ça à cette époque, je me suis dit, ok, je vais l'acheter. Mais le temps est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai tardé. Je me suis dit, ok, je vais l'acheter. Après un jour, assez récemment, j'ai regardé sur Google. J'ai vu que le livre était en vente à la Fnac. Je me suis dit, ok, je vais l'acheter. Mais récemment, il y a quelques mois, j'ai décidé d'acheter le livre. Je me suis dit, ok, je l'achète. Et bizarrement, il était là à la Fnac ici en France. Je pensais on allait me dire que c'est en rupture de stock ou un truc du genre. Mais non, c'était là. Heureusement pour moi. Et là, je l'ai acheté. Et là, quand j'ai terminé de le lire, je me suis dit, mais je regrette pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt. Bon, mieux vaut tard que jamais. Et voici ce podcast. Et du coup, je vous conseille d'acheter ce livre. Je n'ai pas de partenariat avec Fnac. Donc, du coup, le lien est dans la description de cet épisode. Je ne gagne rien à vous dire d'acheter ce livre. Du coup, je ne gagne rien parce que je n'ai pas de partenariat avec eux, contrairement à Amazon. Je ne gagne rien du tout. Mais si vous devez acheter un livre dans ce podcast, achetez celui-ci. Surtout si vous êtes africain. Si l'histoire d'Afrique, parce que mes auditeurs, il y en a plusieurs qui viennent de partout. Si l'histoire particulière de l'Afrique ne vous intéresse pas, le livre à acheter, c'est le livre Founders, l'histoire de la PayPal Mafia. C'est un très bon livre aussi. Mais je vous recommande le livre, allez l'acheter. Même si vous n'êtes même pas passionné par l'Afrique, allez l'acheter quand même. C'est un très bon livre. Quand Jean-Samuel Nuchongweng décida de quitter l'école, je me le demande encore. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? On m'a dit qu'un chanteur s'était posé cette question. C'est étrange que les mêmes angoisses peuvent tarauder les mêmes générations à des périodes et sur des territoires différents. Je me posais exactement la même question. Je suis certain que des milliers de générations d'enfants se le posent depuis les temps immémoriaux. En 1946, sous les conseils pressants de personnes bien intentionnées, ma mère m'obligea à prendre le chemin de l'école. Vous l'aurez compris, mon enthousiasme était des plus chétifs, mais il fallait obéir à ma mère. Mon ami Chumamo, dont la concession familiale n'était pas très loin de la mienne,
m'aider à accepter cette corvée nouvelle. Pour aller à l'école, il fallait se lever très tôt, parcourir à pied les 8 kilomètres qui nous séparaient de l'établissement. Nous marchions pieds nus, vêtus d'un simple cache-sexe, terminant vêtus d'un simple cache-sexe. Merde. L'époque là, c'était chaud, hein. 8 km à pied, vêtus d'un simple cache-sexe. Terminant nos ablutions avec la rosée glaciale et endurant le froid matinal. Tout cela nous apprenait que la vie est un rude combat. Quand vous ajoutez au lever matinal et au froid de l'aube le soin que M. Pierre Nenkam, notre instituteur, mettait à user sa chicotte sur nos derrières, comme si ce était la façon la plus certaine de nous inoculer les nouveaux savoirs, sans oublier que les coups s'accompagnaient de noms d'oiseaux inconnus sous nos hémisphères et dans la Bible. Scrogneux individu, morpion, c'est le genre de truc que les colons lui ont sûrement dit, il répétait ça aux enfants. Scrogneux individu, je n'arrive même pas à lire, ça c'est du français ancien, scrogneux individu, morpion, bref, et des railleries des camarades. Vous comprendrez qu'il fallait une bonne dose de masochisme pour aimer l'école occidentale, car à cette époque, nous n'avions pas encore assez de recul pour en voir les effets positifs sur ceux qui l'auraient fréquenté assidûment. J'aimais le calcul, que je trouvais pratiquement naturel. Vous me direz que c'est normal pour un Bamileke futur commerçant. Les autres cours m'horripilaient. L'instituteur, avec sa rigueur, ne faisait rien pour rendre ces matières moins patibulaires. Je pensais alors à l'art pédagogique de ma grand-mère qui sait si bien me faire accepter ses leçons. À la fin de l'année, certains de mon groupe furent choisis pour se rendre à Pété et poursuivre en classe supérieure, tandis que d'autres, dont moi, feraient une année supplémentaire à Tsé. Je n'acceptais pas ces décisions que je prenais pour une grave injustice et décidai d'en finir avec les salles de classe. J'ai quitté l'école sans regret et sans honte. Les bribes de français que j'ai appris au cours de ce bref passage m'ont suffi pour mener des échanges, mais surtout j'ai su développer une méthode propre pour mieux me faire comprendre de mes interlocuteurs. Pour des affaires délicates, je me fais parfois accompagner par l'un de mes enfants qui me sert d'interprète et me donne la garantie que je peux faire confiance à ce qui m'est dit. La langue est un outil au service de l'intelligence et de la sagesse. Suis-je l'exemple vivant qui démontre que l'école traditionnelle et celle de la société à travers l'expérience vécue peuvent être une alternative valable à l'école nouvelle? Peut-être. En fait, beaucoup de personnes confondent éducation, c'est-à-dire acquisition des savoirs, et expression française. Parfois, quand on entend quelqu'un parler français, on croit qu'il en sait plus que celui qui a été à l'école traditionnelle. Une chose est de maîtriser le véhicule de transmission de la communication qu'est la langue. Une autre est de s'être approprié les savoirs transmis. Quant à la sagesse, elle ne s'acquiert pas à l'école des savoirs, mais en plus d'être un don de Dieu, elle se développe à l'école de l'expérience, à l'école de la vie. Ce qu'il a dit est très pertinent, très pertinent. Et là, vous voyez, lui-même, il dit, il ne connaissait que des bribes de français. Il se faisait accompagner par ses enfants pour traduire et pour avoir la garantie que l'interlocuteur en face, là, il pouvait faire confiance à l'interlocuteur. Et encore, lui-même, il le dit. Ceux qui vont à l'école, vous pensez que c'est ça qui est... C'est pas une chose de maîtriser le véhicule de transmission de savoir et l'autre de s'approprier le savoir. Et la sagesse, don de Dieu, où ça se développe à l'école de la vie, c'est-à-dire l'expérience. Très vrai. Donc, il y en a qui se moquent des vieux papas Bamileke qui parlent seulement un français approximatif, là. Vous ne devez pas vous moquer d'eux, hein. Ils sont très sages. Et le gars, il a bâti un empire avec ce handicap de ne pas maîtriser le français et même écrire et tout ça. Imaginez. Et il y a une partie où il a un message un peu similaire à celui de Janvier Kofi Djondo, le créateur, le cofondateur de la banque Ecobank, le Togolais. C'est l'épisode 11 de ce podcast. Je vous invite à écouter cet épisode. Vous allez sûrement l'apprécier. Comment il a créé Ecobank. Et j'admire beaucoup ce monsieur-là. Bref. La rencontre des deux mondes dans lesquels nous vivons aujourd'hui, la tradition et le modernisme, n'a pas été sans heurts et sans dégâts. Je suis intimement convaincu que la perte progressive de nos langues maternelles est une cause de ce malaise dont nous apprécions mal la profondeur et le coût.
La langue est le véhicule de la tradition, de la culture, des valeurs. Perdre sa langue, c'est perdre un peu de tout cela. Perdre tout cela, c'est un peu perdre son âme. On ne peut pas transmettre une idée, une vision du monde avec la langue des autres. Et à plus forte raison, la langue du dominateur, du colonisateur. C'est l'une des explications, peut-être pas la seule, que je donne à la baisse du niveau scolaire dont parlent tant les médias au Cameroun. Et même, il me semble que ceux qui parlent la langue maternelle dans l'enfance réussissent mieux à l'école. La modeste expérience m'a toujours fait comprendre que la meilleure façon d'avilir l'autre, c'est de lui faire détester sa propre langue maternelle. Détester sa langue maternelle, c'est comme détester le sein de sa mère. C'est se détester soi-même. Et la sous-estimation de soi que l'on rencontre dans nos sociétés est à n'en pas douter le plus triste legs de la colonisation. Inférieur vous êtes, nous a-t-on dit. Et nous avons compris et intégré qu'inférieurs nous serions toujours, que la langue des autres et leur modeste vie sont les meilleures. Que doit-on penser quand on voit que ce sont nos intellectuels, nos universitaires, nos élites qui ont été les premiers à abandonner nos langues maternelles, à les interdire souvent avec véhémence à leurs enfants? Comment comprendre que nos élites soient les plus acculturées de notre peuple, les plus aliénées aux modèles occidentaux? Comment s'épanouir et réussir dans le travail si on ne maîtrise pas sa propre langue qui donne une identité à la personne? Ne nous y trompons pas. Le mépris de sa langue maternelle entraîne aussi le mépris souvent inconscient et c'est plus grave des valeurs qui y sont attachées, considérées par les profondeurs de nos cultures, dont bien souvent nos propres enfants comme dévalorisantes. Très vrai. Le meilleur réservoir où chaque enfant peut tirer de nouvelles forces reste la tradition. Je tiens de l'école de mes grands-parents l'ensemble des valeurs qui ont modélé ma vie. Dans nos pays en voie de développement, il est certes évident que l'école nouvelle joue un rôle hautement déterminant dans l'épanouissement des êtres. Mais le socle sur lequel je trouve normal de s'enraciner pour se projeter dans la vie, c'est la tradition et ses valeurs qu'il faudrait éviter toutefois de sacraliser abusivement. La maîtrise de nos langues maternelles bantoues permet de découvrir et de mettre en pratique nos valeurs d'humanisme et de progrès, c'est-à-dire culture de tolérance, de la paix, de réconciliation et surtout de travail. Le travail a occupé une place centrale dans ma vie. Il a constitué l'épine dorsale de toute mon existence. Comment pourrais-je prétendre convenablement manger, me vêtir et m'épanouir si je ne gagne pas dignement ma vie par mon travail? À la différence de l'école qui catalyse une richesse à venir, il est le levier de la cohésion sociale, le moteur du dynamisme d'un peuple, générateur de richesse et remède contre le désavouement. Certes, la richesse n'est pas que matérielle. Je la conçois avant tout comme humaine et spirituelle. On dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Une richesse matérielle sans valeur humaine et spirituelle ruine intérieurement celui qui la détient et le mène à une réelle pauvreté. Très pertinent. Et un truc qui m'a aussi marqué dans ce livre, c'est qu'il a une connaissance impressionnante de la culture camerounaise. Il partage dans le livre les particularités de chaque région, chaque tribu, surtout celle des Bamileke. Bon, vu qu'il est Bamileke. Il parle même de la royauté de la royauté qui date du XVIIe et du XVIe siècle. Les Bandjounais, la royauté bandjounaise, qui date de cette époque-là, l'époque de Napoléon. Et voici une de mes parties préférées du livre. Trop drôle. Écoutez bien, ça parle de son éducation et du fait qu'il soit ultra riche malgré le fait qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il est une blague qui circule dans bien des sociétés, notamment chez les Juifs. Comme elle a trait à la réussite dans les affaires, elle a bien évidemment été adaptée aux Bamileke que l'on nomme aussi les Juifs d'Afrique. C'est un homme qui arrive de son village et cherche du travail à Douala. Il se présente aux entrepôts portuaires d'une grande société de transit et sollicite un emploi de vigile. Le profil de l'homme intéresse les patrons. Quand on se rend compte qu'il ne sait ni lire ni écrire, on ne l'embauche pas. Il est déçu, mais ne baisse pas les bras. Pour commencer, il ouvre un petit commerce. Quelques années plus tard, il est un richissime homme d'affaires. Un de ses partenaires lui fait compliment de sa réussite. Tu es un homme d'affaires très influent. Qu'est-ce que cela aurait été si tu savais lire et écrire? Oh, ne m'en parle pas, mon ami. Je me pose la même question tous les jours. Figure-toi que si j'avais su lire et écrire, je serais certainement vigile aujourd'hui à la Sokopao, une société au Cameroun, à cette époque-là. Une histoire très drôle. Donc, heureusement qu'il ne savait ni lire ni écrire pour lui. Bref.
Ma mère avait peu apprécié mon abandon de l'école. Elle en était même vraiment triste. De la voir dans cet état me causait beaucoup de chagrin. Maintenant, que vas-tu devenir? Ne cessait-elle de me répéter. J'essayais de me défendre comme je pouvais, notamment en arguant de l'injustice manifeste dont j'avais été victime. Rien n'y faisait. Parfois, elle versait une petite larme. Et celui qui n'était pas ému par les larmes qu'il cause à sa mère, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Il me restait un seul recours, ne pas croiser les bras, retrousser mes manches, lui prouver que j'avais bien retenu la leçon de la nécessité du travail, que depuis mon escapade avec les tubercules de manioc au marché de Bafoussam, je savais que l'on pouvait très bien réussir dans la vie sans avoir jamais été à l'école. Bon, je l'avais dit, maintenant il fallait le prouver. Le génie des affaires dans sa jeunesse. Jeunesse d'un petit génie des affaires. Cette qualification n'est pas de moi, rassurez-vous. Mes chevilles se portent bien. Un partenaire me demandait au cours d'un déjeuner assez détendu comment avaient été mes débuts. Je me mis à lui raconter quelques épisodes de mon histoire qui pour moi étaient banals, commençant par les 3 tubercules de manioc au marché de Bafoussam. À sa façon de me regarder, je me demandais ce qui lui arrivait. Il m'écoutait comme s'il s'agissait d'un fable. Il savait bien que je n'avais pas fait HEC. HEC, c'est une grande école ici en France, une école de commerce qui est réputée pour accueillir les plus riches. Bref, il m'avouera qu'il s'attendait à ce que je lui parle d'ascendants qui auraient été dans les affaires depuis des générations et qui m'auraient mis le pied à l'étrier. C'est ce jour-là que j'ai su que mon histoire était la genèse d'un petit génie des affaires. J'avoue que je ne savais même pas que l'on puisse utiliser le mot genèse autrement que par rapport à la Bible. On apprend tous les jours. En fait, la Genèse dans la Bible, c'est le premier livre de la Bible. Bon, pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Ma mère s'inquiétait pour moi. Je ne suis pas resté les bras croisés. Je me mis à rechercher du bois dans la forêt. Pour toutes ces générations d'Africains qui ont connu la corvée du bois, ils savent que c'est bien le boulot que l'on ne peut pas faire les bras croisés. J'arrivais à constituer quelques fagots de bois que je vendais aussitôt au grand marché de Bafoussam. Je savais déjà que je n'allais pas passer toute ma vie à jouer les bûcherons amateurs pour bois de chauffe de ces dames. En même temps que je faisais le commerce du bois, j'essayais de déterminer les besoins qu'exprimaient les populations. À cette époque, et jusque dans les années 80, la majorité des toitures, des cases de nos villages étaient en natte, faites de feuilles d'un palmier appelé raffia, le palmier raffia. Je me lançais donc dans le commerce de natte en investissant le peu d'économies que j'avais réalisé en vendant le bois de cuisine. Au début, ce n'était pas le Pérou, mais je me disais comme La Fontaine, même sans le connaître, que patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. On dit chez les Latins, les Français ou les Bamileke que la fortune sourit aux audacieux. Non loin de la case familiale, il y avait Papa Nimba, qui était un excellent artisan, fabricant de nattes en raffia. Je me rapprochais de lui pour apprendre le métier. L'homme m'accueillit à bras ouverts. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un préadolescent s'intéresser à ces artisanats traditionnels. Je ne m'arrêtais pas en si bon chemin et embauchais tous mes camarades du quartier qui vinrent gonfler en qualité d'apprentis l'atelier de fabrication des nattes de Banjul. Une petite école d'apprentis était née. Papa Nimba n'en croyait pas ses yeux. Il était aux anges. Toi, tu es un petit sorcier des affaires, me disait-il souvent. Tant qu'à être sorcier, il fallait l'être pour quelque chose de positif. Mais Cadet apprenait très vite, et très vite, l'école devint une usine. Ainsi naquit le premier complexe industriel de Banjul. Directeur commercial, j'assurais la vente des nattes au marché de Bafoussam. Mon adjoint, le directeur technique Papa Nimba et ses employés me fournissèrent à un rythme d'enfer. En effet, nous avions compris qu'il ne fallait pas faire attendre le client. Je me souviens de cette publicité française qui dit « S'il n'y en a pas avant midi, je change de crémier ». Sachez donc que les charpentiers et les couvreurs de chez nous étaient comme les mangeurs de produits laitiers français, très prompts à changer de fournisseur s'ils ne sont pas satisfaits. Ils en changèrent donc à tour de bras, mais pour venir vers nous, qui étions les plus rapides et assurer la livraison de la commande, très vite le succès déborda notre capacité de production. Il fallait s'agrandir et rapidement. Par bonheur, nous étions proches de la saison sèche, où la demande chute. Quand il ne pleut pas, un trou dans la toiture, ce n'est pas grave. Mieux, ça laisse passer
Un ray de lumière dans les pièces souvent sans fenêtre. Papa Nimba et moi avions donc le temps de recruter et de former les jeunes qui étaient de moins en moins réticents à accorder au moins une partie de leur temps libre à ce métier qui assurait une belle rentrée d'argent de poche. J'ai toujours été un bon patron. Les parents applaudissaient. Vous allez vite comprendre pourquoi. Tout était donc pour le mieux. Vous allez vraiment vite comprendre pourquoi. Bon patron, j'étais bon patron, j'allais être jusqu'au bout. Il n'y avait pas d'entreprise digne de ce nom sans service social. Évidemment, je ne le savais pas à l'époque, puisqu'il n'y avait même pas d'entreprise dans Banjul. Mais il faut croire qu'au fond de moi niche l'instinct d'innovation. Je créais le mien de service social à la manière de cet homme de la littérature française dont me parleront mes enfants, qui faisait de la prose sans le savoir. À cette époque, de petites bestioles très nuisibles appelées chic faisaient des ravages. Elles se logeaient entre les doigts de nos pieds. Ce n'était pas bien compliqué pour ces envahisseurs puisque nous ne connaissions pas les chaussures. Si la plante des pieds des adultes pouvait défier même les crocs d'une vipère, celle des enfants était encore assez tendre pour subir tous les assauts un peu pointus. La nuit, les plaintes montaient de toutes les maisons où les enfants pleuraient à cause des horribles démangeaisons que causaient ces calamités. Il faut ajouter à ces malaises qu'elles causaient le fait qu'elles pouvaient déformer les pieds de manière irréversible. Les doigts de pied et essentiellement le gros orteil prenaient des directions inattendues et condamnaient des foules d'adultes à ne jamais porter des souliers. Un travailleur performant est un travailleur sain. Je déclarais une guerre sans merci au chic. Tous les matins, je passais les pieds de ma petite troupe en revue, extirpais méthodiquement toutes les chics, massais les membres endoloris, mettais de l'huile de palme dans les plaies et les parents constatèrent que leurs pleurs nocturnes avaient cessé comme par enchantement. Apprirent qui était le père de ce miracle et lui vouèrent une reconnaissance sans borne. Un enfant qui dort est un parent qui dort. On me confia désormais les enfants sans aucune réserve. Et mon service social s'améliora puisque ces parents me fournirent des denrées alimentaires avec lesquelles je créais ma première cantine d'entreprise et peut-être la première du pays bamileke. Dire que je n'ai pas pensé à breveter l'invention. Ah, cette époque. La vie m'a appris bien des choses. Et dès mon plus jeune âge, les événements que je relate ici se sont déroulés alors que j'avais à peine 13 ans. Tout va s'accélérer à un rythme que je ne maîtrise pas. Mais l'innocence de l'enfance me permettait de ne pas me poser des questions. Et la témérité qui accompagne cette innocence me faisait croire que tout était possible et tout le devenait soudain. Un jour, alors que je vendais des nattes, je fus sollicité par des clients qui demandaient avec insistance des portes et des fenêtres en tige de raffia. Avec l'expérience, j'ai su que bien des personnes auraient pensé que ce serait de la dispersion que d'embrasser plusieurs artisanats à la fois. Pour ma part, je ne me posais pas de questions. En plus des nattes, je me lançais dans la vente des portes et des fenêtres en tige de raffia. Comme j'étais prompt à leur donner satisfaction, les clients voulurent des étagères pour la vaisselle. La matière première était gratuite, la main-d'œuvre abondante et pas chère. C'est cette nouvelle activité qui me permettra de réaliser de belles économies et de prendre conscience de ma capacité à faire des affaires. À partir de ce moment, rien ne m'arrêtera plus. J'avais pour moi l'amour du travail, l'esprit d'initiative, l'enthousiasme et la grâce de Dieu. Je reviens un peu sur l'histoire de chic là. Quand j'étais petit à Bafoussam, il y avait ce problème de chic au pied. Quand j'allais souvent cultiver au village avec mes grands-parents. Et oui, je suis originaire de Bafoussam là-bas, dont il parle. Et tous ceux qui ont cultivé les champs à cette époque-là connaissent sûrement ces bestioles qui déformaient les pieds. C'est drôle. Et écoutez tout ce qu'il faisait à l'âge de 13 ans. Et sans que personne ne le pousse à le faire. D'habitude, à 13 ans, les enfants font quoi? Qu'est-ce qu'ils font, dites-moi? Les enfants, ils jouent. Moi, à 13 ans, en tout cas, moi, je jouais. Je jouais au ballon avec mes amis au quartier. Je jouais au ballon avec mes frères. Toutes sortes de jeux. Et les affaires, ce n'était pas dans mes pensées du tout. Et même ceux qui, à cet âge, étaient poussés par des adultes ou bien poussés par la vie dure à faire des affaires, combien d'entre eux étaient si organisés à cet âge, à l'âge de 13 ans? Combien d'entre eux comprenaient le fonctionnement du système aussi naturellement? Des gens qui savaient que pour se faire de l'argent, il faut subvenir aux besoins des gens. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a dit là-bas? Il s'est assis, il réfléchissait, il dit « Comment est-ce que je peux me faire de l'argent ?»
il se rend compte qu'en fait, les nattes là, il doit faire des nattes pour les toitures. Il va voir Papa Nimba. Il prend l'initiative d'y aller lui-même à 13 ans, apprendre le métier. Combien d'enfants ont cette maturité? En fait, il y a des gens qui naissent avec des aptitudes naturelles. Je pense que ce monsieur en fait partie. Il naît avec il y a, comment on dit ça? Le talent. Vous voyez le talent. Le genre de choses qu'on n'explique pas. Quand Dieu t'a créé là, il te crée, mais ça c'est pour toi. Prends, bang, il met sur ta tête. Comme on dit au Cameroun. Genre, il naît avec en fait. Et bref, écoutez la suite. Avez-vous déjà pensé à comment faire bon usage de votre temps quand vous êtes dans une salle d'attente, un taxi ou les transports en commun? Ce que moi je fais dans ces situations, c'est d'écouter des livres audio avec Audible. Audible est une plateforme où vous pourrez écouter des milliers de livres audio. Si vous utilisez mon lien doomer.me/audible, donc doumer.me/audible, vous pourrez écouter gratuitement, oui gratuitement, l'un des livres que je couvre dans ce podcast, ou tout autre livre de votre choix. Si bien sûr c'est la première fois que vous vous inscrivez sur Audible, le lien se trouve dans la description. Direction Bafoussam, une nouvelle aventure du génie des affaires. Nous sommes en 1946, ma petite entreprise ne connaît pas la crise, mais depuis peu, un vent de protestation gronde à Douala contre l'administration coloniale. L'onde de choc atteint de plus en plus l'ouest du pays. Vers le milieu de cette année, on peut noter même dans nos villages de fréquents mouvements de troupes et surtout des rafles à répétition. Les routes ne sont plus très sûres. Je suis trop jeune pour le percevoir et je ne m'en soucie pas outre mesure. Mais ma mère voit tout cela et s'inquiète pour moi à cause de mes fréquents déplacements vers Bafoussam. Elle me recommande à son frère cadet qui vit dans cette mégapole et qui accepte de m'accueillir chez lui. Je peux ainsi recueillir les commandes et venir de temps en temps au village pour m'assurer des livraisons. Hélas, l'absence du capitaine va démobiliser les troupes. L'action sociale disparaît avec mon absence et ma petite entreprise en prend un coup dans l'aile. Pour ma part, plus mon séjour à Bafoussam s'allonge, moins je m'intéresse au commerce des nattes que je trouve harassant et peu rentable. L'appel du grand large peut-être, l'intrusion du modernisme dans mon horizon qui jusque-là était dominé par mon horizon Banjoun, certainement. Alors il va falloir que je sorte de l'esprit Banjoun pour devenir un vrai citadin, avec des ambitions de citadin. Puis une fois à Bafoussam, il rencontra une famille aisée et il faisait des tâches ménagères pour la femme de cette famille-là. En fait, c'était un couple qui vivait là à Bafoussam. Il connaissait des gens aisés partout dans Bafoussam, l'élite quoi. Et puis, il faisait des tâches ménagères pour la femme qui y vivait et son mari. Et elle le récompensait avec de bons plats de nourriture. Et cette famille-là, en fait, c'était comme ses patrons de l'époque parce qu'ils faisaient des tâches ménagères chez eux. Et il dit, je me souviens juste au bon moment de mes talents de tisseur de nattes. L'idée me vint alors d'en faire profiter mes patrons en leur fabriquant une belle étagère en bonne tige de raffia. Sitôt dit, sitôt fait. Et deuxième émerveillement du couple, la dame fut si heureuse de mon initiative qu'elle me donna 5 francs. Surtout, elle se transforma auprès de ses copines en agent publicitaire des entreprises Jean-Samuel Nuchungweng et associés. Elle fit si bien que celles-ci commandèrent immédiatement le même produit. Les Wanko c'est le nom de la famille quoi. Les Wanko appartenaient à la bourgeoisie de Bafoussam et côtoyaient la haute sphère. Ma bienfaitrice négocia pour moi la fabrication des nouvelles étagères à 25 francs et les dames payèrent sans rechigner. Je commençais à entrer dans la maison des autorités politiques et administratives de la ville. La demande fut si forte que je fis venir mes frères avec qui je fabriquais les nattes à Banjoun pour créer une petite unité de fabrication d'étagères. Alors, je commençais vraiment à gagner de l'argent. J'étais désormais un couturier certifié et un vaillant petit chef d'entreprise. Une seule activité n'a jamais suffi à faire mon bonheur, même pas 2, il m'en faut toujours plus. À l'atelier de mon oncle, je ne me contentais pas de coudre. J'avais entrepris la vente de fils à tresser, les cheveux et de bien d'autres petits objets destinés à l'esthétique féminine. La clientèle appréciait mon petit étalage. Je m'étais fabriqué une armoire étagère en bambou où j'exposais les articles à la véranda de l'atelier. L'affaire prit des proportions intéressantes. Je fus obligé de concevoir une plus grande armoire et de varier les produits. Au marché, j'achetais en gros et je revendais en détail, sans rechercher une plus-value excessive.
J'avais appris de mes expériences antérieures qu'il fallait miser avant tout sur le nombre d'articles vendus et non sur le bénéfice à tirer de chaque article. Ça, il a appris seul. J'avais appris de mes expériences antérieures qu'il fallait miser avant tout sur le nombre d'articles vendus et non sur le bénéfice à tirer de chaque article. Mais dans le monde entier, c'est un usage bien établi. Quand la prospérité frappe à votre porte, les ennuis viennent par la fenêtre. Les agents des impôts et moi, c'est une vieille histoire. C'est ainsi que très vite, un triste agent administratif remarqua les fréquents attroupements devant l'atelier. Il se pointa aussitôt pour savoir de quoi il était question, exigea les papiers autorisant ce petit commerce. Vous l'aurez compris, l'enfant de Mbandjou ne connaissait pas ces exigences administratives. L'empêcheur de traficoter en rond me somma d'aller dans les services compétents pour me faire établir une autorisation d'exercer. Il y a un truc qui est très intéressant dans cette partie. Le gars, il partage une leçon qu'il a appris à l'âge de 15 ans environ. Il dit qu'il a appris de ses expériences qu'il ne fallait pas miser sur la marge qu'il se fait. Il faut miser sur le nombre d'articles vendus, quitte à se faire une petite marge. Mais à 15 ans, il a appris de ses expériences. Et cette leçon-ci, c'est un truc qui est simple et banal pour nous. Mais laissez-moi vous dire que c'était pas un truc qui était si commun à l'époque. Les gens, en fait, ils pensaient plutôt naturellement quand tu vends quelque chose. À cette époque-là, c'est que tu vends, tu te fais une grosse marge sur ça et tu es content. Et ce n'était pas que en Afrique, parce que dans la biographie de Sam Walton, l'homme le plus riche des États-Unis à son époque, Sam Walton, c'est le monsieur qui a créé la chaîne de supermarchés Walmart aux États-Unis. Bon, tous ceux qui ont déjà mis pied aux États-Unis, vous savez, moi je n'ai jamais mis pied aux États-Unis, mais je connais cette chaîne. C'est célèbre, c'est très célèbre, Walmart. Je pense qu'il y a aussi ça en Europe. Bref, ce monsieur-là a partagé le secret qui l'a rendu riche en fait, qui a fait en sorte que ces supermarchés prospèrent. Il dit pour gagner de la clientèle, il baissait ses marges, il peaufinait ses processus et augmentait la quantité vendue et il échelonnait les ventes. Et c'est comme ça qu'il s'est fait beaucoup d'argent. Parce qu'à l'époque, les gens ne pensaient pas comme ça. Dans les années 1900, là, les gens ne pensaient pas comme ça du tout. Et Sam Walton, c'est une leçon qu'il partage dans sa biographie. Mais pour apprendre cette leçon-là, seul, il a dû travailler pendant des décennies dans le monde du retail, dans le retail business, dans les trucs de supermarché, là, pour apprendre ça. Parce que ce n'était pas comme ça que les choses se passaient à l'époque. Et quand il a appliqué ça à ses boutiques, c'est de cette façon-là que les choses ont changé dans l'univers des supermarchés en général, parce que ça a très bien marché. Mais Sam Walton, un monsieur qui a fait fortune, sa famille aujourd'hui profite de ça, parce que sa famille est l'une des plus riches au monde. Une fortune cumulée de 250 milliards de dollars. Bon, d'après la dernière fois que j'ai regardé, ses petits-fils, ses fils, ses enfants, ses petits-enfants, ils sont des milliardaires aujourd'hui, juste grâce à ça. Mais ce monsieur Jean-Samuel Ntchongweng, lui, il a tiré cette conclusion-là quand il n'avait que 15 ans. Il y a une époque où il n'y avait même pas de supermarché au Cameroun. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'y avait pas de biographie qu'il lisait. Il ne savait même pas lire. Le monsieur-là, il ne savait pas lire. Jean-Samuel Ntchongweng. Mais il a su tirer les bonnes leçons. Rien que comme ça, naturellement. Comment? Il l'appliquait et ça marchait tellement. Là, on dit même que ça marche. Mais quand vous allez entendre le genre de somme que le gars se faisait avec ces petites activités-là, vous allez dépasser. Bref, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui naissent juste avec cette intuition-là. Tu peux pas expliquer, c'est comme ça. Et dans le livre, en plus de son commerce d'étagères, de ses activités de couturier, c'est sa boutique qu'il avait ouverte devant l'atelier de couture de son oncle. Il cumulait aussi des activités de soins. Genre, il faisait le médecin, il administrait des médicaments contre les vers aux enfants de Bafoussam. Et en fait, les parents l'aimaient tellement pour ces activités-là parce qu'à l'époque, là, les hôpitaux n'étaient pas répandus et des petites maladies, aussi petites que d'avoir des vers dans son ventre, là, ça tuait des enfants là-bas au Cameroun. Il n'y avait pas d'hôpitaux et lui, son travail, c'est qu'il allait de maison en maison administrer des médicaments et aussi des médicaments contre le paludisme parce que le paludisme fait rage en Afrique, les moustiques et tout ça. Et le gars se faisait tellement d'argent. Et il faisait tout ça à la fois. Je me demande comment il faisait. Comment il trouvait le temps. Pourquoi est-ce qu'un jeune de son âge, qui, à cet âge-là, lui-même, il le dit. Ses amis, eux, ils voulaient juste amuser. D'ailleurs, quand il a quitté Mbandjoun, aucun de ses amis n'a continué l'activité
qui faisait de l'argent. Mais lui, naturellement, il allait vers ça. Il se faisait déjà assez d'argent, mais il faisait encore plus. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire tout ça? Bref. Et figurez-vous qu'il se faisait tellement d'argent qu'il ne savait plus où garder cet argent. Tu as 15 ans, tu te fais tellement d'argent, tu ne sais pas où tu vas garder ça. Et bon, écoutez, il dit, j'avais ouvert plusieurs comptes, entre guillemets, pour l'un d'eux, mon jeune frère Joseph Chichwang, un tout petit bonhomme, même pas 10 ans, faisait office de banquier. Dans nos contrées, souvent l'erreur à ne commettre sous aucun prétexte, c'est de confier ses économies à la garde d'un membre de la famille. Il va vous ruiner en moins de temps que les plus téméraires prévisionnistes ne peuvent l'imaginer. Et si vous vous avisez à vous plaindre de lui en famille, une plainte chez les étrangers de la justice officielle est tout simplement inconcevable. Tout le monde va vous tomber dessus en vous disant que l'on ne tue pas son frère, une sœur ou une tante, un oncle, un neveu, une nièce pour de l'argent. Devant cette garantie d'impunité, les gens auraient tort de se priver. Ça, c'est triste. Comme je les comprends, Jean-Michel Cancan en a pleuré de rage. Mon petit frère se fit un banquier d'une honnêteté qui m'épate encore aujourd'hui. Bref, ça, c'est la mentalité en Afrique. On est très famille. Et c'est en mode, si ton frère te fait du mal, ou bien si quelqu'un qui est proche te fait du mal, tu ne dois rien faire parce qu'on ne tue pas son frère. Bref, c'est... Est-ce qu'il dit là pertinent? Donc, on voit que c'est son frère qui était son banquier. Et il dit, c'était une banque tout à fait spéciale. J'avais creusé un trou dans les champs et j'y enterrais mes économies bien emballées dans du plastique. Vous aurez dû voir les ruses de Sioux que je mettais en pratique pour que personne ne découvre ma banque. Voilà comment le jeune homme d'affaires que j'étais thésaurisait les revenus de ces entreprises juteuses et à la pointe de l'innovation. Mon oncle maternel n'arrêtait pas de me dire « Mon neveu, tu iras loin ». Et moi qui croyais que Bafoussam était le bout du monde. Voilà pourquoi j'aime les biographies. Vous vous souvenez plus haut, je vous ai parlé de son instinct et du fait qu'il a su tirer les bonnes leçons et les bonnes conclusions très vite. En fait, il parle de ça lui-même. Du haut de ses 80 ans. Du moins, il avait 80 ans à l'époque. Aujourd'hui, il est mort, malheureusement. L'époque où il écrivait le livre, il avait plus de 80 ans. Mon histoire est jalonnée de ces éclairs que l'on dira de génie. Comment les gens font-ils des affaires chez vous? Quand un secteur plus ou moins innovant paraît prospère, tout le monde s'engouffre dedans sans aucune étude ni plan prévisionnel. Très vite, le secteur est saturé et bien des personnes se retrouvent ruinées. Je peux me féliciter de n'avoir jamais poussé les portes de la facilité, de n'avoir jamais exploré les chemins battus. Un divin instinct m'a toujours aidé à être innovant et être le premier sur les secteurs qui ont été les miens. Souvent, je fanfaronne du haut de mon âge aujourd'hui. Bien des choses sont permises. Je dis à mes enfants et à leurs amis que j'ai toujours été premier en tout. Parfois, je leur conseille devant leur mine dubitative et malicieusement taquine que j'ai parfois été deuxième. J'accepte même des rares fois. Quand ils m'acculent, exemple à l'appui, que j'ai peut-être une ou deux fois été troisième. Mais jamais je n'ai admis qu'ils me fassent descendre du podium. Tout ce que je viens de vous raconter là, c'est bien. Il y a tellement d'histoires de comment il fait les affaires dans le livre. Mais il y a une histoire qui m'a marqué. Quand j'ai lu ça, je me suis dit qu'il est vraiment fort. Surtout dans l'adolescence. Écoutez, le tournant de l'année 1948 sera décisif pour l'histoire du Cameroun. J'ai alors 15 ans et pas encore toutes mes dents. Sur le plan politique, la tension est devenue palpable entre les nationalistes et les forces coloniales, renforçant sur le terrain des contrôles musclés. Les populations en majorité villageoises ont de plus en plus peur de sortir, même pour se rendre au champ. Du coup, la famine avait vite fait de prendre place dans la région, particulièrement à Bafoussam, où la crise alimentaire était devenue aiguë. Il fallait trouver une solution et saisir l'aubaine, faire des affaires en apportant un service indispensable. Telle est une autre de mes multiples devises. Une autre leçon. Faire des affaires en apportant un service indispensable. Telle est une autre de mes multiples devises. Et il a compris à l'âge de 15 ans. Un ami vint me voir et me conseilla d'aller avec lui en Konsamba, acheter du sel de cuisine et des produits alimentaires pour aller d'un département à un autre. Il fallait un laissez-passer, une espèce de visa. L'obtention de ce sésame n'était pas aisée, mais rien ne peut arrêter les braves. Rien ne peut freiner le destin quand ils se mettent en marche. Nous parcourûmes à pied, en quelques jours, comme les marathoniens de la Grèce antique,
ou comme les éclaireurs des temps anciens, les 150 kilomètres qui nous séparaient de Kongsamba. Donc, ils ont marché à pied de Bafoussam en Kongsamba. Et bon, ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, le Bafoussam en Kongsamba, c'est un peu comme quitter de Paris à Lille. Oui, c'est un peu comme ça, quitter de Paris à Lille à pied. Et ils ont fait ça pendant des jours. Imaginez, vous prenez le bus aujourd'hui, c'est plusieurs heures. Et ils ont fait ça à pied. Nous étions insouciants. Nous nous sommes amusés comme des fous. La petite ville était un grand comptoir commercial. Donc Kongsamba était un grand comptoir commercial avec cette abondante population essentiellement féminine qui venait de Kumba, dans la zone anglophone pour faire des achats. L'on profitait du tronçon de chemin de fer qui partait de Douala et reliait Mbanga à Kumba et qui facilitait les déplacements. La population était jeune et gaie. Nous n'en demandions pas plus, mais nous pouvions faire mieux. Nous avons poussé à pied jusqu'à Douala. Avec le temps, j'ai progressivement compris le prix de l'endurance, qui permet de défier ses limites et même d'aller au-delà. Nous étions à la dure école et nous savions allier effort et plaisir. Aujourd'hui, une telle escapade paraît tout simplement inimaginable. Toujours plus loin. De Bafoussam à Douala à pied. Pour revenir à notre voyage, j'étais parti pour le chef-lieu du département du Mungo, avec l'idée d'acheter des denrées alimentaires. Une fois sur place, quelque chose attira mon attention. La ville était jonchée d'un bout à l'autre de carcasses de véhicules automobiles de toutes les tailles. Cette belle ferraille rouillait sous les intempéries sans que personne ne pense à l'exploiter. Mon cerveau se mit en ébullition. Adieu sel, adieu produits alimentaires. J'optais pour l'achat des châssis, des portières et des coffres de voitures abandonnées. Ce revirement me vint d'une interrogation bien simple qui m'habitait depuis un certain moment. Pourquoi cette crise alimentaire à Bafoussam, une ville où la population a la réputation, le fort mérite d'être de grands travailleurs? Pour avoir un champ qui produise une récolte abondante, plusieurs facteurs sont nécessaires. Certains dépendent de Dieu, d'autres des hommes. Il faut donc une bonne terre et un climat favorable. Cela, Dieu nous l'avait accordé. Ensuite, il fallait être travailleur. Nous l'étions dans l'Ouest. Enfin, il fallait être intelligent. Je ne dis pas que mes citoyens ne l'étaient pas. Mais parfois, il pouvait y avoir des carences bien humaines et un éclair de génie était à même d'y remédier en un temps record. Je voulais être le porteur de cet éclair. J'avais souvent constaté que de nombreux habitants de la région possédaient des houes en très mauvais état. Normal, donc que le rendement fût maigre. Avec les châssis de toute la ferraille que je me promettais de ramener à Bafoussam, les forgerons fabriqueraient des machettes, des houes, des pioches, des pelles et tous ces outils nécessaires au travail de la terre, ce qui garantirait de bien meilleures récoltes. J'allais donc leur apporter des instruments de labour et non des produits finis, des cannes à pêche et non du poisson. En plus, je faisais du recyclage une fois de plus sans le savoir, sans prétendre d'être un ver, des décennies avant que l'écologie ne devienne à la mode. C'est ainsi que je commençais la quincaillerie qui constitue jusqu'à ce jour l'une de mes activités emblématiques. Très vite, les paysans prirent d'assaut ma petite boutique. Par la suite, j'étendrai la fabrication aux outils de construction des maisons, une option qui me contraignait à effectuer 2 à 3 voyages par mois vers Kongsamba pour acheter de la matière première. J'ouvris ma première quincaillerie à Bafoussam qui porta le nom Quincaillerie Nouvelle. Il faut que je vous résume un peu cette partie. Le gars n'était qu'un adolescent. Et ceux qui connaissent le Cameroun, marcher à pied de Bafoussam en Kongsamba, c'est une très grande distance et c'est un parcours du combattant. Rien que à cette époque-là même, j'imagine l'état des routes. Et avec tout, je sais pas, la brousse, la forêt, tout ça. Et en plus de ça, ils sont allés jusqu'à Douala, de Kongsamba à Douala. C'est mince. Et je vous ai déjà donné l'estimation, c'est comme quitter de Paris à Lille. Et quitter encore de Kongsamba à Douala, c'est faire genre le double encore de cette distance. Et en plus, le gars, il est allé en fait pour acheter des denrées alimentaires, le sel, la nourriture, les aliments, quoi, pour son village. Parce qu'il y avait la guerre et il y avait la famine. Mais le gars arrive, il voit les ferrailles, son cerveau tourne. À ce moment-là dans le livre, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais quoi? On t'envoie acheter du sel et des denrées alimentaires pour subvenir aux besoins de tes gens. Vu qu'ils ne peuvent pas se déplacer, il faut un visa pour se déplacer, comme il y a la guerre. Mais je me suis dit, pourquoi tu vas acheter de la ferraille? Là, ce que je vous ai lu ici, il y a plusieurs sections qui séparent les paragraphes que je vous ai lus là. Je me suis dit, pourquoi tu vas acheter de la ferraille? Mais c'est après
Quand j'ai lu la dernière partie que je viens de vous lire là, je me suis dit, j'ai compris. Et c'est comme ça que le gars, il a vraiment fait fortune. Donc, tout ce qu'il faisait avant là, c'était beaucoup d'argent, mais là, il a vraiment fait fortune. Il a flairé, comme je vous ai dit au début, à l'introduction de ce podcast. Le gars, tel un pisteur, le gars, il flairait, il humait le vent. Il sentait les bonnes opportunités. Et une fois qu'il voyait la bonne opportunité, il attaquait avec une férocité qui n'a pas de nom, comme il l'a fait là tout de suite. Il a acheté des kilogrammes de ferraille avec tout l'argent qu'il avait. Il a ramené, créé de la houe, des machettes, des houes. Et voilà comment il est devenu riche. Et je vais vous dire, là, il y a un endroit dans le livre où il parle de la quantité d'argent qu'il se fait. Il parlait des journées où il se faisait 5 millions de francs CFA. À cette époque, 1940, quelque chose, avant les années, je ne sais pas, à l'époque où avec 25 francs CFA, tu pouvais t'acheter un lit. Je ne sais pas, tu pouvais aménager ta maison, acheter des meubles avec 25 francs CFA. Lui, à cette époque-là, il se faisait 5 millions de francs CFA par jour. Imaginez, même aujourd'hui, se faire 5 millions de francs CFA par jour avec une boutique, c'est beaucoup d'argent. À cette époque-là, il faisait ça. Si on doit ajuster ce montant-là pour inflation, c'est égal à combien? C'est des dizaines de millions de francs CFA. Et c'est même des dizaines de milliers d'euros, parce que quand tu convertis en euros, même ici en euros, avoir une boutique qui fait 10 millions par jour, c'est pas donné. Qui fait des dizaines de milliers d'euros par jour, c'est pas donné. Lui, il a réussi à faire ça à cette époque-là. Et en étant adolescent, juste comme ça. Ça a l'air banal, peut-être ça aura l'air banal pour vous, mais ce n'est pas banal. Bref, c'est exceptionnel. Même des adultes n'arrivaient pas à ce niveau-là. Et en plus, c'était pendant la guerre. Il a su tirer profit de cette situation-là. Il est fort. Direction Douala, à la découverte de l'industrialisation et de la richesse. Des années après avoir ouvert sa quincaillerie, les affaires marchaient bien. Mais il se rendait souvent à Douala pour se faire ravitailler. Et une fois là-bas, il découvrit l'industrialisation. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Et c'est là-bas que c'était le fief des Européens, en fait. Les Blancs qui étaient venus coloniser le Cameroun, c'est à Douala qu'ils s'installaient. C'est là-bas qu'ils avaient ouvert les premières industries. Et c'est là-bas qu'ils avaient les premières sociétés qui fabriquaient des trucs pour les gens locaux. Et du coup, il se rendit compte qu'il pouvait évoluer quand il allait à Douala. C'est à Douala qu'il a découvert qu'en fait, Bafoussam, il a quitté Tse, Banjoun, puis Bafoussam. Pour lui, Bafoussam, à l'époque, c'était le summum. Mais après, il a vu Douala, il dit, mince, il y a encore plus que Bafoussam. Et c'est où il a découvert l'industrialisation et il a tissé des relations avec les colons, les Blancs qui étaient là, qui étaient capitaines d'industrie à cette époque. Step by step, pas à pas, à la mesure de mes pas, par la grâce de Dieu. La recette n'a pas changé pour mon entrée dans le monde de l'industrie. J'ai longtemps côtoyé cet univers sans bien le comprendre. Bien que jouissant de l'estime et de l'amitié de nombreux Européens, je n'avais pas encore compris ce qu'était l'industrie. Aucune circonstance favorable ne s'était offerte pour m'ouvrir les yeux sur ce secteur. Je continuais à investir les profits issus des quincailleries dans les opportunités immobilières qui se présentaient. Je parvenais ainsi progressivement à construire un patrimoine immobilier conséquent, pouvant servir un jour de contrepoids à mes activités commerciales à risque. Mon parc immobilier s'agrandissait au hasard des opportunités. Elles se présentaient à moi et si je pouvais, j'achetais. Et souvent, je pouvais. À titre d'illustration, voici comment certaines de ces opérations immobilières se réalisaient. Ma fidélité et mon honnêteté avaient fait de moi un client privilégié du groupe CFAO, Compagnie française de l'Afrique et de l'Occident, de l'Afrique de l'Occidental, qui à cette époque était constitué de Structor General Import SCOA. Je m'étais fait une très bonne réputation auprès des responsables et l'un d'entre eux vint un jour me proposer d'acheter une villa mise en vente par un Européen, rue Toko à Bonapriso. Un quartier très résidentiel de Douala. C'est un beau quartier à Douala. Je devais marquer le coup. Une fois le prix négocié, je revins avec le montant cash. La confiance se renforça entre eux et moi. En conséquence, le responsable du groupe CFAO me proposa de louer cette belle villa pour y loger des cadres. J'acceptai la proposition sans hésiter. Jusqu'à ce jour, cet immeuble est loué par le groupe CFAO.
Heureusement qu'il avait beaucoup de liquidités. C'est comme ça qu'il fait ses opérations. En bon Bamileke, quand il fait son argent, il garde quelque part. Il garde ça bien. Et quand il y a une opportunité qui se présente, le gars, il met bam, cash. Et il paye. Il n'y a pas de paiement échelonné, non, cash. Et c'est au fur et à mesure que je lis les biographies et tout, je me rends compte que ces gens-là, qui sont très riches, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont d'abord une activité génératrice de revenus. Ils ont une activité qui génère du cash, de la liquidité. Ils se concentrent dessus, sur ces activités-là, au maximum au début de leur carrière. Et dès que ces activités-là génèrent de la liquidité, c'est à ce moment-là qu'ils investissent. Ils ne le font pas après. Contrairement aux gens lambda qui, eux, ont un petit boulot, un petit CDI à côté. Ils ont quelques petites centaines d'euros d'économie par mois et ils cherchent à investir. Direct. C'est pas comme ça qu'ils font. C'est pas comme ça qu'on crée un vrai patrimoine. C'est même l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon boulot en fait, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Il faudrait même que je vous en parle dans ce podcast de mes activités. Bon, allez sur mon LinkedIn, cherchez Damien Doumer, Damien et D-O-U-M-E-R. Et vous verrez, le nom de ma startup c'est The Guild. Oui, je vous laisse découvrir. Je vous en parlerai peut-être dans de prochains épisodes, mais pas aujourd'hui, non. Je laisse le suspense. Et aussi plusieurs fois dans le livre, il parle de Fosso Victor. Et en fait, Fosso Victor, c'est un autre milliardaire camerounais. Il est mort aussi. C'est un vieux monsieur. Les premiers milliardaires que le Cameroun a connus. Bref, c'était un milliardaire camerounais qui était aussi originaire de Banjul, le même village. Et il raconte que Fosso Victor était un homme très bon et qu'il a beaucoup aidé. Fosso Victor était son aîné en fait. Et ceux qui connaissent le Cameroun, moi quand j'étais petit, on savait tous que Fosso Victor c'était l'homme le plus riche du Cameroun. Tout le monde, c'était à l'école primaire, tout le monde en parlait. Mais sauf que il y a quelques personnes en grandissant qui disaient que non, en fait c'était ce monsieur, c'est Jean-Samuel Ntchoungouin qui était le plus riche. Mais sauf que Fosso Victor partageait beaucoup. Mais lui, Jean-Samuel Ntchoungouin était très discret. Ce qui fait que les gens avaient du mal à apprécier sa fortune parce qu'il ne donnait même pas d'interview. Il n'a jamais donné d'interview durant toute sa vie. Et pourtant, Fosso Victor était très large, très généreux, il faisait tellement de trucs. Donc il parle aussi, il dit « Quelques mois après l'entretien avec Délessène, j'eus à rencontrer Yvan Fabré, directeur d'une société française. C'était un Français de souche, de pure souche, nez prolongé, à la limite agressif, regard froid, de grand fauve. Il portait fièrement une moustache qui lui donnait un air de Gaulois des bandes dessinées. Après quelques échanges courtois, il voulut savoir si je connaissais Fosso Victor. Il me demanda si je pouvais convaincre mon ami et frère d'entrer dans l'industrie. Quelques jours plus tard, c'est Fosso Victor lui-même qui m'invita pour une conversation fraternelle. Il me proposa de conjuguer mes efforts avec les siennes pour mettre sur pied une société de fabrication de cahiers. Le projet que me proposait Fosso Victor, mon aîné, était alléchant, avec à la clé des bénéfices considérables. J'acceptais de relever le défi avec lui et c'est ainsi que Safka fut mis sur pied. Mon association avec Victor dura quelques années. Nous nous séparâmes sans heurte, car j'avais pris goût à l'industrie et je voulais voler de mes propres ailes. Je retirais donc mes actions de Safka pour envisager de nouvelles perspectives. C'est à cette époque-là que Fosso Victor aussi rentrait dans l'industrie. Une opportunité se présenta rapidement, toujours avec les méandres que le Seigneur savait si bien mettre sur mon chemin. Le déclencheur fut encore mon vieil ami Délessène, chez qui j'achetais les tôles ondulées. Un jour, à la suite d'une panne de la machine à profiler les tôles, il y eut une erreur en ma faveur. En déchargeant ma cargaison à Bafoussam, je me rendis compte qu'il y en avait 2000 de trop. Je ne pouvais les ramener à Douala. Je les vendis à mon voyage suivant. Je signifiais l'erreur à Émile Délessène et lui reversais le montant correspondant. Il en fut impressionné. La machine lui avait fait perdre beaucoup d'argent sans qu'il ne s'en rende compte. Il fut très reconnaissant et demanda que l'on m'accorde l'exclusivité de la vente des tôles à l'ouest, ce qui lui permettrait de mieux contrôler ses livraisons. Il décida aussi que mes commandes seraient livrées avec la possibilité de payer dans les 120 jours. Plusieurs années après, il gardait encore en mémoire cette honnêteté qui lui avait permis de déceler l'avarie de sa machine et de sauver son entreprise d'une faillite certaine. Délessène eut l'information que le groupe CFAO
voulait étendre son activité en assurant la représentation de la marque BIC au Cameroun. La législation camerounaise exigeait que toute nouvelle société ait un promoteur national. De nombreux hommes d'affaires étaient déjà sur le filon. Mon ami parla de moi à CFAO en soulignant mes qualités de probité. J'y étais déjà connu et tous avaient une bonne opinion de moi. L'on me proposa de porter le projet. Ainsi fut créée à Douala la société Ikrafon, industrie de crayons et de fournitures Nuchungwen. En 1979, avec le groupe CFAO comme partenaire technique et Baron Bic, Ikrafon était spécialisé dans la production de stylos, rasoirs et autres produits de grande consommation en matière plastique, notamment des contenants à destination de l'industrie pétrolière, agroalimentaire, brassicole et cosmétique. Il en sera plus tard de même pour le groupe Colgate-Palmolive en 1990. Colgate-Palmolive en 1990, spécialisé dans la production des dentifrices, savons et produits d'entretien. En 1995, je rencontre M. Klo de North Hydro, société norvégienne leader dans la production des engrais composés et engrais chimiques. Nous créons Hydrochem, actuellement appelé Yara, pour la production des engrais chimiques. En 2009, mon chemin croise celui de Kone Dosongui, un Ivoirien patron d'Atlantic Financial Group, et je crée la Banque Atlantique du Cameroun. À suivre. Wow. En fait, c'est un petit résumé de comment il a vraiment fait fortune, de comment il a quitté de millionnaire à milliardaire en fait. C'est comme ça. Avec toutes ces sociétés-là, il a enchaîné. Sa bonne réputation a fait en sorte qu'il puisse saisir ses opportunités et qu'il soit le profil idéal pour saisir ses opportunités. Très belle histoire. Et il a su les saisir. Il n'a pas paniqué. Direct quand ils sont venus, bam, il les a pris. Toutes une par une. Et c'est drôle parce que les produits, quand j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est les produits qu'on consommait étant au Cameroun. Beaucoup de ces produits viennent de ces entreprises. Dans le livre, même, il en parle. Il disait à sa femme dans le livre que il n'y a pas un jour où un Camerounais lambda ne consomme pas un produit de mes entreprises avant qu'il ne soit midi. Il se lève le matin, le Camerounais, il prend des œufs au petit déjeuner. Lui, il avait la ferme, la société qu'il fabriquait, qui était le plus grand fournisseur d'œufs, d'alvéoles d'œufs au Cameroun. Il parle de se raser. Quand il se lève le matin, il se rase la barbe, par exemple. C'était sa société qui fournissait ces rasoirs Bic là. Il parlait de manger la viande de porc. Sa société fabriquait les engrais et tout ça. Donc, en gros, il avait un empire tentaculaire qui allait dans la vie de chaque Camerounais. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. Le gars, lui, il était partout en fait. Partout. Et il a réussi ça. Et bravo. Je tiens à souligner aussi à quel point le gars, il aimait sa famille. Il y a beaucoup d'histoires dans le livre où il relate un peu sa relation avec les membres de sa famille et tout. Et il y a une histoire qui m'a marqué. Il y a sa fille Odette qui étudiait ici en France à l'époque. Et dans le livre, il raconte qu'il venait lui rendre visite. Et un jour, il est venu lui rendre visite et il se rend compte qu'elle n'est pas rentrée de son école. Il se faisait déjà tard. La directrice qui a décelé de l'inquiétude dans mon interrogation m'explique que les étudiants, après les cours, vont à la bibliothèque consulter les ouvrages afin de compléter leurs leçons. Je ne comprends pas ce que cela veut dire. Il n'est pas question que ma fille traîne aussi tardivement dehors après les classes. Je prends congé de la dame, fonce vers une librairie universitaire. Je demande à l'un des vendeurs de me rassembler tous les livres pour une étudiante de première année en médecine. Il reste une minute comme saisi par le choc, me prie de reformuler ma demande, ce que je n'ai pas hésité à faire. Ne comprenant toujours pas ma demande, il fait appel à son supérieur afin de ne pas commettre un impair. Monsieur désire, à la troisième personne, s'il vous plaît, et avec le point d'exclamation. Ça, c'est le supérieur qui dit. En effet, dès le premier regard, l'homme affiche cet air superbement condescendant que l'on utilise exclusivement pour les demeurer. Mon expression assez moyenne de la langue française n'arrange rien. Première question. Est-ce que j'ai de l'argent pour payer? Je n'ai pas le temps de lui donner un cours de commerce, même accéléré. Mon regard suffit à lui faire comprendre qu'il est en train de dépasser les bornes de la décenne dans la relation entre le vendeur et le client. Le vendeur rassemble les livres et me tend la facture. Je tire mon chéquier pour le remplir. Petite revanche pour le dire haut. En espèces, s'il vous plaît, monsieur. Bien sûr, comme toutes les librairies et plus encore en cette époque désormais lointaine, il accepte les chèques. Mais je le comprends, le pauvre homme.
qui exige du cash. Si ce n'est que cela, je me rends à l'agence de la Société Générale la plus proche qu'il m'a indiquée. Je reviens très rapidement, paye la facture, leur communique l'adresse de livraison et les laisse muets et bouche ouverte comme des tilapias. Le malaise, je ne vous dis pas, comme on dit du côté de l'Alsace. Le lendemain, je suis repassé et j'ai trouvé Odette qui m'attendait. Elle n'en revenait pas que je sois allé acheter tous ses livres. Je voulais par ce geste lui montrer la responsabilité qu'il allait lui incomber plus tard à l'endroit de ses cadets. Elle saura tenir la main d'Henriette qui se montrera à son tour bon élève puisqu'elle s'associera à sa sœur pour prendre en main les cadets. La tradition s'installera, tous les aînés s'occupant des cadets s'assurant que toutes les formalités administratives, financières et académiques ont été remplies. Toutefois, j'étais le seul à recevoir les bulletins de notes de chacun des enfants. Le message de Jean-Samuel Ntchougouin à la jeunesse africaine. À l'automne de ma vie, je n'ai pas de regrets majeurs. Je n'ai pas à rougir de ce que j'ai fait. Peut-être n'ai-je pas assez investi dans le développement de la technologie. D'autres le font et le feront encore plus dans l'avenir. Notre tissu industriel est encore embryonnaire. Nous devons tout faire pour nous libérer de la dépendance de l'importation des produits finis. Tant que toutes les machines, leurs pièces de rechange et même la plupart des produits de consommation seront importés, il est inutile de penser à une éventuelle éclosion industrielle de l'Afrique. Ne ratons pas la révolution du numérique. Sans ces perspectives, nous ne pourrons jamais espérer siéger à la table des pays émergents comme on nous le prédit ces derniers temps. Quant à moi et à ceux de ma génération, je sais que nous n'avons pas raté le tournant des indépendances. Je vous conseille vivement d'acheter ce livre. Il y a plein d'autres leçons et anecdotes. Et il nous raconte comment le Cameroun était à son époque. Et la différence est très frappante. C'est remarquable à quel point le pays qu'il décrit est différent du pays qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'il était jeune. C'était à l'époque avant le premier président du Cameroun. Il nous parle de comment c'était. Il a même rencontré ce président-là. Et il avait beaucoup d'admiration pour le premier président. Il dit aussi avoir rencontré le deuxième président avant qu'il ne soit président. Et il raconte aussi beaucoup de trucs sur les lieux. Les lieux, comment le Cameroun était à certaines époques. C'est pour ça que j'aime les biographies. En fait, c'est comme un flashback, quoi. C'est comme rentrer dans le temps. C'est comme un voyage dans le temps. En fait, pour moi, les biographies sont les biographies et les documentaires sont les choses qui se rapprochent le plus d'une machine à remonter le temps. Et ça permet d'apprendre beaucoup de trucs. Et il y a encore plusieurs anecdotes sur comment est-ce qu'il a fait fortune. Je ne peux pas tout couvrir dans ce podcast, déjà parce que ça ne se fait pas. Et même si ça se faisait, le podcast durerait 24 heures environ, je ne sais pas. Donc du coup, je vous conseille d'acheter le livre et de le lire. Et aussi de partager ce podcast un max, si vous aimez bien sûr, s'il vous plaît. Bon, il y a cette partie, c'est pas encore fini, hein. Il y a les leçons. Comme à chaque épisode, il y a des leçons à la fin. Et je vous parle des leçons. La première leçon qu'on tire, c'est que les opportunités viennent à des moments où on s'y attend le moins. Même quand vous êtes à terre, même quand vous êtes plus bas que terre. Par exemple, lors d'un incendie, il a perdu la somme de 5 millions de francs CFA à l'époque et toute sa boutique a brûlé. En plus de ça, c'était sa recette de la journée si je me rappelle bien. Et toute sa boutique a brûlé avec sa marchandise à l'intérieur. Genre tout. Imaginez, parce que c'est là-bas qu'il gardait ses stocks, c'est là-bas qu'il gardait tout. Et aussi même l'argent de ses amis, quoi. Les gens lui avaient confié de l'argent et ça a brûlé dans la boutique. Tout le marché de Bafoussam avait brûlé à cette époque-là. Et ça me fait même penser, les incendies dans les marchés sont très fréquents au Cameroun. Peut-être dans d'autres pays d'Afrique, je ne sais pas. Mais c'est quand même fréquent. Bref, il avait gardé cette somme d'argent dans sa boutique et celle de ses amis. Et il était vraiment démoralisé. Il ne savait pas comment il allait faire. Et ce qui l'a poussé, en fait, la seule solution qu'il avait, c'est aller vers la banque et demander à la banque de remplacer les billets qu'il avait perdus ou un truc comme ça. Bon, attendez, je vous lis la partie. Après que son argent et sa boutique est brûlée, il dit « Dans mon infortune, je fis faire quelques photos que j'emportais en Konsamba dans les banques où j'avais un compte. Pour demander un éventuel remplacement des billets. À la Société Générale comme à la Société Camerounaise des banques, on me fit comprendre qu'il était impossible de procéder à un quelconque remplacement puisque je ne disposais que des cendres. Toutefois, le banquier me proposèrent de
trouver un terrain à Bafoussam, il financerait la construction d'un bâtiment qu'il louerait pour ouvrir des agences locales. Je ne pouvais pas laisser échapper cette occasion. Elle me permettait de faire venir des agences bancaires près de mon lieu d'activité, mais elle me permettait aussi et surtout d'être encore Mr. Number One, l'homme qui a fait installer des agences bancaires à Bafoussam. N'en déplaise à mes enfants qui n'arrêtent pas de me taquiner, surtout que cette fois, j'ai payé cher pour cela, 5 millions de francs. La personne qui m'a accompagné dans cette prouesse, l'ouverture de la première agence bancaire à Bafoussam, je ne l'oublierai jamais. Elle a nom Francis Huet. Pour en finir une bonne fois pour toutes, avec mon initiation à la bancarisation, je dois dire qu'elle a été une histoire complexe. Jusqu'en 1963, malgré la floraison de mes affaires, j'étais moi non plus avec les banques. J'avais une certaine appréhension de ces institutions que l'on m'avait présentées comme suceuses d'argent. Il fallut que certains Européens avec qui je négociais le rachat de leurs biens me présentent les avantages de la banque pour que je commence à fréquenter avec un peu plus de sérénité. Aujourd'hui, j'en possède une. Que du chemin parcouru. Bon, le fait d'avoir tout perdu, ça l'a poussé à aller vers la banque, voyager, parce qu'il n'y avait pas de banque à Bafoussam, comme on a pu le constater. Il arrive en Konsamba, et là, bam, il a un deal. Et sachez qu'avoir un terrain sur lequel une société installe ses immeubles au Cameroun, ça donne beaucoup d'argent. Il y a plein de gens qui sont fait de l'argent comme ça. Donc, c'est une opportunité qu'il a eue, qu'il a saisie. Et là, si vous écoutez le podcast attentivement, vous vous rendrez compte que le gars, il utilisait des manières vraiment archaïques pour garder son argent. Il creusait des trous dans les champs pour garder son argent tellement il en avait. Il les gardait chez lui. Bref, il était sceptique vis-à-vis des banques. Mais le voilà aujourd'hui qui a sa propre banque. Il a créé sa banque au Cameroun. Tout ça a commencé avec les Blancs, les colons qui l'ont convaincu d'adopter les banques, d'installer la première banque à Bafoussam. Et plus tard, il a créé la sienne. Et aussi une autre leçon. Ça, c'est une leçon du commerce. Et je vous ai parlé dans l'épisode du podcast de la fois où, à l'âge de 15 ans, il avait compris qu'il fallait baisser ses marges, optimiser la production et plutôt pour élever la quantité vendue. Il a compris ça instinctivement. Ça, c'est une très grande leçon. Et Sam Walton, le géant, on dit que c'est le GOAT du retail, le retail business. Genre les supermarchés, hypermarchés, tout ça. Walmart aux États-Unis. Lui, il avait compris ça. C'est lui qui a établi ça dans le marché. Et Sam Walton, après avoir établi ça, ça a pris... C'était tellement successful qu'ici en France, même Leclerc. J'ai vu une vidéo de Leclerc. Vous connaissez les magasins Leclerc qu'il y a un peu en France. Je pense aussi dans d'autres pays, je crois. Leclerc, lui, il a aussi utilisé cette stratégie-là. Et il a fait fortune. Par contre, le monsieur d'Auchan, celui qui a créé Auchan, lui, il n'avait pas... Comment dire? Il est allé pour un séminaire aux États-Unis. Parce qu'à l'époque, là, il y avait l'essor des les hypermarchés partout. C'était à la mode. Avec Sam Walton qui faisait rage. Il était l'homme le plus riche à l'époque. Et le gars est rentré en France pour faire son propre magasin d'hypermarché. Et du coup, il se rend compte que ça ne marche pas. Il n'avait pas compris cette technique. Le monsieur, il était âgé, tout, il avait de l'expérience, mais il n'avait pas compris que le truc ne marchait, que ça ne marcherait pas s'il ne faisait pas, il n'appliquait pas ces principes que Jean-Samuel Luchongwenga a su instinctivement acquérir. Et le monsieur d'Auchan, il est allé voir le monsieur de Leclerc, son concurrent, et le monsieur de Leclerc lui a dit mieux vaut baisser ses marges, faire ce que je vous ai dit là. Et tu verras que ça va marcher. Et quand il a fait ça, boum, son business a explosé. Et aujourd'hui, on connaît Auchan partout. Peut-être même Auchan est plus connu que Leclerc. Ouais, mais c'était une petite histoire. Ouais, et le gars, lui, moi, je trouve encore c'est étonnant qu'il a su comprendre ça lui seul. Mais ok, il y en a qui sont talentueux. Ça a l'air de rien, c'est banal pour nous aujourd'hui, vraiment banal. Mais quand vous lisez les biographies, vous vous rendez compte qu'en fait, à l'époque, ce n'était pas banal du tout. C'est le genre de truc qui est banal aujourd'hui parce qu'il y a des gens très intelligents qui ont mis ça sur pied. Comme le fait par exemple d'avoir, de commander sur Uber quoi. Uber, c'est un truc qui est banal aujourd'hui. Uber Eats par exemple, ou bien commander sur Uber. C'est banal, mais à l'époque, qui faisait ça? Tout le monde sortait pour aller commander un taxi. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, c'est banal. Et aussi, il dit que l'enthousiasme, c'est la clé de la réussite. Lui-même, il le dit. Il faut être enthousiaste. Un autre élément fondamental que j'ai vite intégré, c'est l'enthousiasme. J'ai toujours été enthousiaste dans les différentes activités entreprises.
prompte à me sacrifier pour satisfaire ceux qui me sollicitent, tenant fidèlement mes promesses et ne cherchant pas à gagner beaucoup d'argent sur un seul article vendu. Ces principes ont gouverné mon agir et ont probablement façonné mon esprit d'entreprise. J'y ai toujours ajouté une grande dose de bonne humeur, car galvaniser son entourage ne peut qu'être bénéfique. Un adage le dit si bien, être euphorique donne le ton. Bon, je vais laisser cet épisode-là. Je vous remercie de m'avoir écouté et partagé s'il vous plaît si vous aimez. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.